Je m'appelle M. Hassan Ndiaye. Je suis professeur de lettres modernes au lycée Mbacké 2. Je suis en même temps le premier lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Aujourd'hui, je suis venu vous entretenir d'un thème extrêmement important qui est le théâtre. Le théâtre est un thème que l'on aborde dans les classes de terminale après l'étude du roman, de la poésie. Le dernier thème à voir dans l'esthétique des genres est l'art dramatique. Pour en parler, nous allons articuler notre travail autour des points suivants. Nous allons parler des origines et de la définition du théâtre. Ensuite, nous aborderons les caractéristiques. Et enfin, nous reviendrons sur les fonctions du théâtre. Vous savez, le théâtre reste un thème intéressant au niveau des classes de terminale, mais malheureusement, nous le négligeons parce que ça fait presque 10 ans, 15 ans, l'État du Sénégal ne donne pas de sujet portant sur le théâtre. À part l'année dernière où le sujet portait sur cette discipline. On est resté des moments sans voir le théâtre sortir au bac. Pour parler des origines et de la définition, le mot théâtre vient du grec théatron, qui désigne le lieu où l'on s'assoit pour regarder le spectacle. Par extension, le mot finit par désigner tout le théâtre, mais en même temps, toutes les activités qui lui sont rattachées. Par rapport aux origines, ces origines remontent de très loin et on peut les situer au niveau de l'Antiquité gréco-romaine. Et ces origines sont d'ordre religieux. À Athènes, on organisait des fêtes pour célébrer le dieu Dionysos. C'était l'occasion. Un individu, ça veut dire une personne, s'est départi de son manteau de civil pour incarner un personnage autre que lui-même sur scène et devant des spectateurs. Donc, de ce point de vue, l'on peut retenir que le théâtre est une imitation de la vie. Le théâtre est le miroir de la vie. Le théâtre est une recréation du monde. Le théâtre est un spectacle du direct. Le théâtre est un corps à corps. Le théâtre est un spectacle vivant. Les comédiens ou acteurs qui sont sur scène sont en face d'un spectateur, ce qui fait que c'est un art du direct. Donc le théâtre littéraire, attention, diffère des téléfilms. Parce que ici, pour le théâtre littéraire, les acteurs sont sur scène devant des spectateurs. Or, pour les téléfilms, c'est une bande qui se déroule et si les spectateurs ne sont pas là, le film continue à se dérouler. Or, pour le théâtre, c'est différent. Au niveau de la littérature, la confusion, elle est grande. Le théâtre littéraire se veut un théâtre poignant, se veut un théâtre vivant. Les acteurs jouent sur scène devant des spectateurs. Et même il y a une loi qui dit que si vous n'avez pas 9 spectateurs, vous ne devez pas jouer. C'est comme un match de football. Quand vous êtes à moins de 7, je pense moins de 7 joueurs, ben, le match est plié. C'est exactement la même chose. Si des comédiens débarquent sur scène et constatent que le nombre de spectateurs ne dépasse pas 8, n'est pas 9, ben, ils ne jouent plus. Ça, c'est la loi. Pour vous dire une fois encore que le théâtre littéraire diffère des téléfilms. Donc, voilà à peu près pour la première partie, origine et définition. Mais le théâtre repose sur un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique, qui est d'ailleurs la plus déterminante, parce que c'est un critère déterminant pour identifier un texte théâtral. Le texte théâtral est un texte dialogué
extrêmement intéressant. C'est un discours conversationnel. C'est ça qui fait la différence entre le roman, le théâtre et la poésie. Si vous avez un recueil de poèmes, c'est très facile, c'est des vers, hein, des poèmes distribués tout le long du recueil. Pour le roman, c'est en prose, très facile à identifier. Mais pour le théâtre, c'est un texte dialogué. On a des répliques, scènes, des scènes. La structure est composée donc d'actes de scènes. Et tout repose sur la conversation, sur le dialogue. C'est ça qui fait la spécificité du texte théâtral. Une autre caractéristique extrêmement importante, c'est que le théâtre a une double vie. Une vie littéraire. Le théâtre a une vie littéraire. Mais aussi le théâtre a une vie spectaculaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, au niveau de la vie littéraire, le théâtre c'est un livre d'abord. Si vous prenez Phèdre, Phèdre c'est un livre. Si vous prenez La Collégienne de Marouba Fall, c'est un livre. Si vous prenez Andromaque, c'est un livre. Si vous prenez Cid, c'est un livre qu'on peut lire à la maison. Et ce livre recèle des points de grammaire. Le professeur peut prendre, à partir de ce livre, des textes qu'il peut étudier en classe. Donc, le texte théâtral a une vie donc littéraire. C'est un livre au même titre que le poème, le recueil de poèmes. C'est un livre au même titre que le roman. Mais en plus de cela, le texte théâtral a une vie spectaculaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui écrit les pièces de théâtre, qu'on appelle le dramaturge, son objectif, son ambition, quand il écrit une pièce de théâtre, c'est dans l'intention de la faire jouer. C'est ça la vie spectaculaire. Donc on va opérer à ce qu'on appelle une transposition scénique. Donc ce livre écrit passe sur scène. C'est ça qu'on appelle la transposition scénique. Et pour faire cette transposition, on est obligé de convoquer quelqu'un d'autre qui peut être différent du dramaturge, qu'on appelle le metteur en scène. Le metteur en scène, son rôle, c'est de faire du livre une adaptation spectaculaire. Il va organiser le casting, ce qu'on appelle le casting. Alors c'est lui qui va choisir les comédiens ou acteurs, mais sur la base du mérite artistique. Voilà l'importance du théâtre. Les gens qui vont jouer, on ne les choisit pas n'importe comment. Ils ont des rôles à jouer, ils ont des rôles à incarner et ils doivent être préparés. Ça veut dire qu'ils doivent être des intellectuels au vrai sens du mot. Imaginez quelqu'un qui doit jouer dans Phèdre, il doit jouer le rôle d'Hippolyte, mais il est obligé d'avoir par cœur toutes les répliques d'Hippolyte. Sinon, ça ne passera pas. Alors, c'est différent des téléfilms où on enregistre, on gomme, on efface. Là, vous n'avez pas Hippolyte, par exemple, dans Phèdre. Alors, on est obligé de mémoriser toutes les répliques d'Hippolyte. Et on n'a pas le droit sur scène d'oublier. Alors, si vous oubliez, c'est ce qu'on appelle le point noir au théâtre. Donc, si je reprends bien, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes. Le théâtre a une double vie, une vie littéraire et une vie spectaculaire. Quand vous écrivez un recueil de poèmes, mais ce recueil de poèmes est destiné seulement à être lu. On ne peut pas faire une représentation donc, scénique d'un recueil de poèmes, c'est très difficile. Pour le roman, c'est vrai, il y a des adaptations, mais en tout cas, c'est au niveau du théâtre où vraiment c'est plus pertinent. Au-delà de cette dimension de double vie, le théâtre aussi comporte ce qu'on appelle les didascalies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une didascalie? C'est une indication scénique. C'est des informations que le dramaturge donne pour faciliter le jeu. Alors, le metteur en scène va utiliser toutes les didascalies. Et ces didascalies peuvent porter sur le vestimentaire. Ces didascalies peuvent porter sur les éléments du décor. Ces didascalies apparaissent aussi dans le texte littéraire. Soit ces didascalies sont écrites en italique, ou bien en gras, ou bien sont mises dans les parenthèses. Parfois au bac, on donne un texte à étudier portant sur le théâtre. La première question en général au bac, c'est quelle est la forme de ce texte et justifiez votre réponse. Alors l'élève est obligé de lire le texte
et de justifier ses réponses à travers ces éléments-là, comme les didascalies. En général, au bac, dans le texte, on intègre des didascalies. Alors l'élève, pour justifier que c'est un texte théâtral, est obligé d'aller dans le texte, de repérer toutes les didascalies et de les décliner. Donc les didascalies sont extrêmement importantes pour le jeu. Vous voyez, même au niveau des premières pages, on présente les différents personnages, par exemple, ou bien les différents acteurs. Orgon est le mari de Elmire, etc. Marianne est la fille de Orgon. Tartuffe, donc c'est l'invité, etc. Tout ça, tous ces éléments-là font partie de ce qu'on appelle les didascalies. Une autre caractéristique extrêmement importante, le théâtre se caractérise par une double énonciation. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme c'est un art du direct, c'est un acteur qui s'adresse à un autre acteur. Mais aussi, ce sont des acteurs qui s'adressent à un public. Ça veut dire que les canaux d'échange sont multiples. Acteur-acteur, mais aussi acteur-public, public-acteur. Ça veut dire que le comédien va échanger avec l'autre comédien qui est sur scène, mais parfois, le comédien peut interpeller le public. Est-ce que vous êtes d'accord? Le public dit oui, oui. Comme aussi le public peut interpeller l'acteur. Par exemple, un acteur qui esquisse des pas de danse. Alors tout le monde rit. Le public peut interpeller à nouveau l'acteur pour lui dire « Reprenez, monsieur ». Alors, l'acteur reprend. C'est ça le caractère poignant du théâtre. C'est ça le caractère vivant du théâtre. C'est ça la différence entre le théâtre littéraire et les téléfilms. Pour le téléfilm, on n'a pas l'occasion de demander à l'acteur de reprendre. Parce que c'est déjà enregistré, c'est calé. Ça se déroule. Tandis que pour le théâtre, on note une complicité entre les acteurs qui sont sur scène et les téléspectateurs et le public. C'est ça la double énonciation. Donc on agit deux fois. On agit pour échanger avec celui qui est sur scène. On agit pour échanger avec le spectateur qui est donc au niveau des tribunes ou bien des gradins. Ensuite, on va revenir également aussi sur un certain nombre de caractéristiques liées à la prise de parole. Le dialogue est omniprésent dans le texte théâtral. Et ces dialogues, on les appelle des répliques. C'est l'échange que les acteurs se font. Donc, je prends la parole, je dis ce que je dois dire, l'autre répond. C'est ça qu'on appelle la réplique ou bien le dialogue. Et un constat est fait pour ce dialogue-là. Un acteur peut prendre la parole et étaler un point de vue qui s'étire sur des pages et des pages. On l'appelle la tirade. C'est ça qu'on appelle la tirade. Quand la réplique est trop longue, on parle de tirade. Parfois, on assiste à des répliques très courtes, du genre querelle, du genre dispute. Tu as dit ça? Non. Pourquoi? Rien. On l'appelle une stichométie. Quand la réplique est courte, on parle de stichométie. Très difficile à écrire. Stichométie. Alors, une stichométie, c'est une réplique très courte. La tirade, c'est une réplique trop longue. Toujours avec la prise de parole, il y a également aussi une caractéristique importante, le monologue. Ça veut dire, l'acteur parle seul, parle à lui-même, mais c'est un discours qui a du sens. Attention, il faut faire la différence entre monologue et soliloque. Pour le soliloque, c'est un discours insensé, entretenu par peut-être les déficients mentaux ou bien par les somnambules. Alors, le monologue, c'est ce que je ressens au fond de moi-même et je le dis. Mais comme c'est le théâtre, ce monologue est dit de façon très claire pour que les spectateurs puissent quand même savoir ce que l'acteur est en train de dire. Mais dans la réalité, on sait que le monologue, personne ne l'entend. C'est un discours intérieur, mais un discours qui a un sens, bien sûr. Il y a aussi l'aparté. L'aparté diffère du monologue. L'aparté, ça veut dire l'acteur est sur scène, les autres acteurs sont en face de lui, mais ils n'entendent pas ce que celui-là veut dire. Mais l'acteur qui a la parole va s'adresser au public pour dire, celui-là, s'il ne fait pas attention, non, il verra avec moi. Vous voyez, c'est ça l'aparté. Il tient un discours au spectateur
alors que les acteurs qui sont sur scène n'entendent pas. C'est ça qu'on appelle l'aparté. Ça veut dire que c'est un discours à part. Il est à part, il profère un discours que les spectateurs entendent, destiné à ces acteurs qui font la sourde oreille et qui n'entendent pas. C'est ça l'aparté. Le quiproquo. Le quiproquo, c'est un échange entre deux acteurs, mais un échange qui débouche sur un malentendu. Ça veut dire une sorte de dialogue de sourds. Les gens qui sont sur scène profèrent des répliques, mais ne s'entendent pas. Alors c'est ça qu'on appelle le quiproquo. Alors voilà les prises de parole. Au niveau toujours des caractéristiques, on peut retenir les temps forts du théâtre. Le théâtre est structuré autour de 3 grands temps. Il y a ce qu'on appelle la scène d'exposition, il y a l'exposition, il y a le nœud, il y a le dénouement. Toute pièce de théâtre comporte ces grands moments-là. L'exposition, le nœud et le dénouement. Qu'est-ce que c'est que l'exposition? L'exposition, on présente la situation problème. On en profite également aussi pour nous faire connaître les différents personnages ou bien les différents acteurs qui vont jouer. On peut le faire à partir d'un monologue, on peut le faire à partir aussi de dialogues. 3 scènes, 4 scènes, on pose la situation problème et on dégage déjà les différents acteurs qui vont donc porter l'histoire. Le nœud, c'est le problème à résoudre. Ah oui, maintenant on pose le problème à régler. C'est le problème. Et ce problème-là peut être révélé directement, comme ce problème peut être retardé. Et quand ce problème est retardé, on cherche une occasion pour faire une remise en cause. C'est ça qu'on appelle le coup de théâtre. Et maintenant, tout va chambouler et on va vers maintenant la résolution, on va vers le dénouement. Et le dénouement, c'est la fin de la pièce. Ça veut dire le sort des personnages sera scellé, les masques vont tomber, et ce dénouement peut être heureux, comme ce dénouement peut être malheureux. Voilà à peu près les temps forts donc d'une pièce de théâtre. Alors, dans une pièce de théâtre aussi, les caractéristiques, il y a l'espace, le temps, ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel. Tout le monde sait que l'espace théâtral, c'est la scène. Alors, par convention, les spectateurs sont d'accord avec les acteurs que la scène, elle est là. Et cette scène ne peut pas changer. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans un devoir de dissertation, on avait dit à des élèves que le théâtre est un art illusionniste. Il éloigne le spectateur du vrai. Mais, pour analyser un tel sujet, pour dire que le théâtre est un art mensonger, on peut prendre la scène. Tout le monde sait que, ici sur place, on doit jouer la scène du marché, on doit jouer la scène de l'école, on doit jouer la scène de l'océan, ça veut dire le bord de la mer, on doit jouer, je ne sais pas, des vacances, une fête, et pourtant, le lieu ne change pas. Bonjour le mensonge alors. Et pourtant, c'est une convention qui est établie, et on est d'accord pour entretenir l'illusion de vérité aux spectateurs. Attention aux élèves de terminale. À ce niveau-là, vraiment, il faut faire attention. Le mensonge existe au théâtre, surtout au niveau de la scène. Et c'est extrêmement important. Et cette scène est entretenue par quelqu'un de très important, qui va être l'auxiliaire du metteur en scène. On l'appelle le scénographe. C'est le scénographe qui va gérer tout ce qui est élément de décor. Quand on termine une scène, on doit passer à une autre scène, on éteint les lampes. Aussitôt, le metteur en scène, le scénographe, va aussitôt changer les éléments du décor. S'il s'agit d'une école, il va rapidement mettre les tables bancs, les tableaux, on allume les lampes, le décor change. Ça, c'est le rôle du scénographe. Et c'est ça qui fait que le décor change de scène en scène. Et si nous prenons le théâtre classique, il y a ce qu'on appelle le respect de la règle des 3 unités. Et dans ces 3 unités, il y a l'unité de lieu. Au niveau de la tragédie, au niveau de la comédie, le lieu ne change pas. Le lieu est unique. Et on verra avec les ruptures esthétiques, surtout avec le drame romantique de Victor Hugo, dans la préface de son livre Olivier Cromwell, 1827, il
il bat en brèche l'unité de lieu pour dire que le théâtre ne doit pas rester dans un même lieu, on doit voyager pour être en conformité avec la vie. Par rapport au temps, tout le monde sait que là aussi il y a un mensonge. Mais le temps de la représentation ne doit pas